Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonsoir à toutes et tous. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Julia Cagé, économiste, professeur associé à Sciences Po Paris, ainsi que Thomas Piketty, économiste lui aussi, directeur à l'école des hautes études en sciences sociales, pour revenir avec eux sur la somme impressionnante qu'ils ont consacrée il y a peu à l'histoire des élections en France, mise en relation avec les inégalités sociales depuis la Révolution de 89 jusqu'à nos jours. C'est à la fois un livre d'histoire et de sociologie électorale, un livre d'actualité et un livre d'intervention politique en même temps. Donc, on parle tout de suite avec nos deux invités. Bonsoir Julia Cagé. Bonsoir. Thomas Piketty, merci beaucoup d'être avec nous. Ce livre, donc, c'est une somme imposante, je le disais, 850 pages, qui est intitulée « Une histoire du conflit politique », qui se fonde sur l'analyse d'une très grande masse de données sérielles, cartographiées, que vous avez d'ailleurs mise à disposition en ligne, sous la forme d'une base de données, librement accessible sur Internet. Et d'un côté, donc, vous avez utilisé les résultats électoraux dans les 36 000 communes de France lors de 45 élections législatives, en gros depuis 1848, 12 élections présidentielles et une sélection parmi la vingtaine de référendums de toutes sortes ou de scrutins de type référendaire depuis 1793. D'un côté donc, et puis de l'autre côté, eh bien, vous avez pris en considération la répartition géographique des richesses, ou en tout cas des revenus, enfin... Des richesses aussi. Des richesses, voilà. Autrement dit, les inégalités socio-spatiales sur le territoire national. Et en mettant en relation ces deux types de données, bien sûr, hein, plus finement en définissant des classes géosociales, en mettant en relation avec le vote, hein, la répartition du vote, vous cherchez à répondre à la question simple en apparence et extrêmement complexe, évidemment, qui vote pour qui et pourquoi. Première chose, peut-être, on peut commencer par là. Vous opposez deux types de situations dans la répartition générale des forces politiques en présence, dans les paysages politiques qui se sont succédés historiquement dans l'histoire de France ces 2 derniers siècles. D'un côté, la bipartition, de l'autre, la tripartition. On serait dans une époque de tripartition, alors que la bipartition aurait dominé depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 90, en gros. C'est toujours évidemment des esquisses, hein, des tendances. Et la tripartition entre 3 blocs donc serait facteur d'instabilité. Est-ce que d'abord vous pouvez un peu nous décrire ce paysage et cette tripartition actuelle ? Oui, on va le faire. Je vais juste décrire un tout petit peu plus le travail de données pour donner un petit peu de contexte finalement à ce qu'on a fait dans ce livre pour commencer. Cette question des déterminants du vote, qui vote pour qui, pourquoi, à laquelle on a voulu répondre. On voulait le faire vraiment avec une approche historique et justement on va le voir sur l'importance de la tripartition, de la bipartition, que l'approche historique nous éclaire énormément sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Normalement à cette question-là, qui vote pour qui, pourquoi, on y répond en utilisant des données d'enquête. Sauf qu'on a beaucoup de difficultés liées à ces données d'enquête. La première, c'est qu'on a les premières enquêtes électorales en France simplement à la fin des années 1950. Ça arrive de manière systématique à partir des années 70-1980. Donc en fait, vous pouvez rien dire sur les déterminants du vote avant la Seconde Guerre mondiale, ce qui est un tout petit peu quand même dommage dans une démocratie comme la France où on vote depuis 1789. Puis il y a quand même 2 autres limites assez importantes de ces données d'enquête. La première, c'est la petite taille des échantillons, ce qui ne nous permet pas du tout d'apprécier les comportements de vote, notamment pour les plus petits candidats. Mais quand on parle de petits candidats, on peut être à des candidats qui ont 2%, 5%, 8% des votes. Dès que vous avez 2 dimensions d'explication, l'éducation, le revenu, la richesse, le fait d'être locataire ou propriétaire, vous ne pouvez pas faire parler ces données d'enquête. Et en plus, souvent, elles sont extrêmement imprécises sur un certain nombre de mesures. Si vous prenez des mesures de revenus, par exemple, ou de richesse, nous, on va vous montrer des effets très forts parmi les 5% ou les 1% des communes les plus riches. Là, vous allez avoir 4 grosses tranches de revenus dans les données d'enquête. Et c'est pour ça en fait qu'on a fait ce choix de se tourner vers les données au niveau des communes qu'on a collectées de manière systématique pour les référendums à partir de 1793
pour les législatives à partir de 1848. Juste pour donner un ordre d'idée, ce qui était disponible avant notre livre, ce qui avait été fait, c'est que le ministère de l'Intérieur mettait en ligne l'ensemble des résultats électoraux au niveau des communes pour les législatives et les présidentielles depuis 1993. Donc en fait, 1993-2022, donc nous, on a complété le petit trou historique 1789-1993. On a fait ça parce que ces données, elles étaient disponibles, notamment aux archives nationales, mais voilà, on a fait tout le travail d'aller les chercher, de les numériser et de les mettre en ligne à disposition de tous les citoyens, de tous les chercheurs. Alors, les chercheurs, voilà, on peut télécharger directement les fichiers bruts, y compris les reproductions des archives. Les citoyens, là, vous pouvez cartographier ou regarder votre commune et regarder son évolution sur 250 ans. Et c'est sur le site unehistoire-du-conflit-politique.fr. Vous donnez du matériau aussi, vous livrez du matériau aux gens, au public en général, pour qu'éventuellement les gens fassent leurs propres analyses. Et du coup, peut-être sur la tripartition. D'ailleurs, oui, non, pour en venir à la bipartition, la tripartition, les données que nous, on a rassemblées, c'est toujours plus fin, beaucoup plus fin que juste 2 ou 3 blocs. C'est-à-dire que nous, on distingue en général, pour chacune des quasiment 45 élections législatives de 1848 à 2022, on a en général entre 10 et 15 nuances politiques pour les élections. Donc les nuances politiques, aujourd'hui, ça va être LFI, PCF, PS, les Verts, Ensemble, Horizon, Reconquête, FN. Enfin, on arrive rapidement à une dizaine, voire plus de tendances. Et fin 19e siècle, ça va être les socialistes, les radicaux socialistes, les républicains libéraux, les républicains catégories peuvent être assez différentes. Alors, ce sont des catégories différentes. Et effectivement, si on veut vraiment faire des analyses au plus fin de comment les comportements politiques se sont structurés, il faut remonter à ces nuances politiques élémentaires. Et ça, il y en a entre 10 et 15, et on essaye souvent dans le livre d'analyser au niveau de ces nuances politiques élémentaires. Après, c'est aussi utile d'essayer de faire des regroupements. D'abord, c'est aussi ce que font les acteurs politiques eux-mêmes, parce qu'au moment de voter des lois, il faut essayer d'avoir une majorité. Et donc, si vous avez juste entre... Voilà, vous êtes obligé de vous coaliser. Et c'est vrai que là, on distingue 2 grands types de situations politiques dans la situation française. On a cette situation de tripartition qu'on connaît bien aujourd'hui, mais qui, selon nous, est très instable et sans doute n'est pas très durable, mais qu'on a eu assez clairement à l'issue des élections de 2017-2022, avec 3 blocs de taille comparable. Un bloc de gauche autour de la NUPES, un bloc autour des partis actuellement au pouvoir, et puis un bloc RN, Reconquête, LR, est un peu intermédiaire entre le bloc libéral qui se présente comme étant au centre et le bloc RN, Reconquête, qui lui-même est très incohérent. C'est-à-dire chacun de ces 3 blocs, on parle souvent des contradictions au sein de la gauche, mais les contradictions au sein entre Reconquête et RN au niveau du programme économique ou social sont encore plus importantes. Après, la question, c'est qui gouverne et comment ? Enfin, je veux dire, avec quelle coalition ? Et de fait, pour faire passer quelle politique ? Absolument. Et un des résultats de notre livre, c'est de dire qu'en fait, pour comprendre les instabilités et les incohérences du système de tripartition actuel, c'est très important de remonter au 19e siècle, parce qu'en fait, fin 19e siècle, notamment pendant les premières décennies de la Troisième République, on a une situation qui est assez comparable par certains côtés. C'est-à-dire, il y a une espèce de bloc central au pouvoir qu'on appelle à l'époque les républicains opportunistes. Alors au départ, c'est un peu une insulte qu'il leur est lancée de dire vous êtes opportuniste, vous prétendez être pragmatique, vous mettez ensemble l'ancien centre-droit, en gros les monarchistes orléanistes, et puis l'ancien centre-gauche, les républicains libéraux. Donc ça vous rappelle quelque chose, mais c'est vrai que c'est comme ça que ça se fait à l'époque. C'est une alliance des républicains du centre-gauche, des orléanistes, du centre-droit. Quelqu'un comme Adolphe Thiers, qui a été ministre sous la monarchie de Juillet, qui a fait sa conversion à la République. Qui a réprimé les canuts de Lyon, qui se met à réprimer la Commune avec la même brutalité, sauf que cette fois-ci, il est passé à la République parce qu'il se dit finalement une restauration monarchique, qui aurait sa préférence au départ, ça risque de nous mener à des nouvelles révolutions. Donc finalement, une bonne République bien conservatrice, ça peut faire l'affaire. Et c'est ça l'alliance des républicains opportunistes qui est au pouvoir dans les années 1880-1890 et qui, un peu comme le bloc Macron aujourd'hui, prétend se définir comme un peu le cercle de la raison face à 2 extrêmes qui, à l'époque, le bloc de gauche, à l'époque, c'est les socialistes, les radicaux socialistes, et le bloc de droite, c'est différents groupes conservateurs, catholiques, monarchistes, légitimistes, un peu de bonapartistes, un peu de boulangistes, qui vont finir par se rallier à la République et qui vont donner la droite, parce qu'à la fin des fins, et c'est peut-être ça la première leçon historique, c'est que les républicains opportunistes, à l'époque, vont finir par basculer vers la droite,
un peu ce qui se passe aujourd'hui avec le bloc Macron. Et nous, il nous semble que cette comparaison historique est intéressante parce que ça montre déjà que ces situations de tripartition sont finalement assez instables et qu'il y a quand même des logiques pour revenir plutôt vers une bipolarisation gauche-droite qu'on observe en France, notamment, vous le disiez, de la Seconde Guerre mondiale aux années 90, mais progressivement à partir de 1910-1920 avec la montée en puissance du Parti socialiste, du Parti communiste. Et puis, surtout, ce qu'on montre, c'est que derrière le passage de la tripartition à la bipartition, fondamentalement, il y a la question de est-ce que la gauche en particulier parvient à convaincre les classes populaires rurales et urbaines que finalement, ce qui les rapproche est plus important que ce qui les divise. Et à l'inverse, les périodes de tripartition, à la fois fin 19e siècle et aujourd'hui, dans une certaine mesure, ce sont des périodes où les classes populaires rurales et urbaines sont divisées entre deux blocs électoraux différents. Un bloc de droite, plutôt disons pour les classes populaires rurales ou des petites villes, et un bloc de gauche pour les classes populaires urbaines. Et c'est ça qui permet à un bloc central qui est objectivement très favorisé. Alors dans notre livre, on a une analyse, on va peut-être en parler. Vous dites même que c'est le bloc le plus bourgeois de toute l'histoire de France, de toute l'histoire électorale. Ça a énervé les macronistes, mais bon, on a des bases factuelles, enfin Julia a expliqué peut-être, assez solides quand même pour dire ça. En tout cas, ce qui permet à ce bloc, avec un petit tiers de l'électorat, parce que si on regarde les taux de participation des personnes plus âgées, plus bourgeoises qui votent davantage, en fait, si tout le monde votait autant, ils resteraient même en dessous d'un tiers. Donc, ils arrivent à se maintenir au pouvoir du fait de cette division, en fait, entre classes populaires urbaines et rurales. Et c'est le fait de vaincre ces divisions, alors ce qui demande un gros effort programmatique, un gros effort militant. C'est-à-dire pour nous, notre vision de l'histoire politique, l'histoire du conflit politique, c'est que c'est toujours une construction historique, sociale, politique compliquée. C'est-à-dire que la gauche et la droite, c'est jamais quelque chose de naturel. C'est arriver à faire convaincre des classes géosociales avec des aspirations très différentes, des expériences économiques différentes que finalement ce qui les rapproche peut être plus important. C'est toujours quelque chose de très complexe. Ça fait penser aussi aux analyses en termes d'extrême centre, puisque ce bloc central dont vous parlez ressemble beaucoup à cet extrême centre qui est né avec la Révolution française. Les travaux de Pierre Cernat. Voilà, exactement. Pierre Cernat en France, Tariq Ali aussi, qui a utilisé assez tôt l'expression en Angleterre. Un groupe au pouvoir très autoritaire, mais qui se présente toujours comme le cercle de la raison et qui ne va pas hésiter à avoir des méthodes, vraiment, ça renvoie au bonapartisme, mais le bonapartisme est une forme d'extrême centre, en quelque sorte. Et c'est l'analyse qui est souvent faite aujourd'hui du macronisme. Oui, alors nous, on n'utilise pas le mot extrême dans le livre volontairement. On ne l'utilise pas pour qualifier la gauche ni la droite. Donc, on va éviter aussi de l'utiliser pour qualifier le centre. Mais je veux quand même insister sur ce point-là parce que c'est un choix qu'on a fait, qu'on a pu nous reprocher. On l'a vraiment fait à raison. La raison pour laquelle on le fait de ne pas parler d'extrême gauche ou de ne pas parler d'extrême droite, c'est qu'on n'a jamais vu finalement d'électeurs se revendiquer d'extrême droite ou se revendiquer d'extrême gauche. Et souvent, c'est utilisé notamment par le macronisme aujourd'hui, qui va parler des extrêmes, qui va dire... Voilà, en les rabattant l'un sur l'autre, toujours. Ou par les républicains opportunistes fin 19e siècle aussi. À la fin du 19e siècle, exactement de la même manière pour disqualifier les oppositions. Et se présenter comme une sorte de centre de la raison. Et comme on disqualifie finalement les oppositions, peu importe qu'on soit seul face à 75 ou plus % de la population contre la réforme des retraites, on peut la faire passer parce qu'en fait, finalement, c'est une espèce de centre de la raison. Et en fait, en disqualifiant les oppositions, ce qu'on disqualifie, c'est la logique de l'alternance, de l'alternance politique. Il n'y a pas de pluralisme, en fait. Il y a une bonne politique et puis il y a des erreurs. Une politique qui est menée, ça serait une espèce de politique, encore une fois, de la raison. Alors, opportuniste, à l'époque, ils ont fini par accepter ce terme à la fin du 19e siècle. Ça serait une espèce de politique du bon sens, finalement, d'une sorte de rationalité sociale, économique. Et on disqualifie et la droite et la gauche et tout ce qui, finalement, ne s'aligne pas avec cette politique-là. Donc, je pense que c'est jamais une bonne idée finalement de parler d'extrême, parce que quand on parle d'extrême, on disqualifie aussi les électeurs. Et nous, on essaie de comprendre finalement la rationalité derrière le choix de chacun de ces électeurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur l'importance des déterminants socio-économiques, notamment dans le choix des électeurs qui se tournent aujourd'hui vers le Rassemblement national. Ensuite, si on prend cette expression d'extrême centre, si on essaie de comprendre et de qualifier ce qui caractérise aujourd'hui
l'électorat d'Emmanuel Macron. Ce que disait Thomas rapidement tout à l'heure, et ce qu'on mesure dans le livre, c'est l'étroitesse de cet électorat et une de ses spécificités, le fait qu'il est extrêmement favorisé d'un point de vue social. Donc comment on fait ça en fait? Qu'est-ce qui nous permet de définir le vote Macron comme le vote le plus bourgeois de l'histoire? Nous, ce qu'on va faire de manière systématique chaque année depuis la Révolution française, on va mesurer pour chacune des communes leur richesse, leur revenu, le niveau d'éducation. Sur la richesse, on peut le faire extrêmement bien parce que la Révolution française introduit l'équivalent de ce qu'on appelle la taxe foncière aujourd'hui. Donc on peut vraiment mesurer l'évolution. Oui, c'est les ressources fiscales au niveau des communes et chaque année vous pouvez étudier l'évolution en fait du capital immobilier de toutes les communes françaises. Donc vous avez vraiment des séries longues. Ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet de classer les 36 000 communes par année, des 1% des communes les plus pauvres aux 2% suivants jusqu'aux 10%, 5%, 1% des communes les plus riches. Et après, pour chacune de ces communes, on peut regarder comment elles votent pour les différents partis politiques ou pour les différents candidats en fonction de sa place dans la distribution des richesses, dans la distribution des revenus. Ce qui est vraiment frappant, si vous regardez le vote pour Emmanuel Macron, c'est ce qui se passe en haut de la distribution. Donc vous avez un vote qui s'envole, qui est bien supérieur à sa moyenne nationale dans les 10, 5, 1% des communes les plus riches. En 2022, pour les législatives, le vote ensemble va être 1,7 fois supérieur à sa moyenne nationale dans les 1% des communes les plus riches que dans les autres communes. Mais de ce point de vue-là, si on regarde que le haut de la distribution, en fait, c'est un vote qui ressemble beaucoup au vote Chirac, Sarkozy, Balladur, mais aussi au vote pour la droite en 1924, Giscard, mais même en fait au vote pour la droite en 1919, 1885. On a toujours eu cette structure et ce qui caractérise, c'est vrai, le vote de droite en général sur notre période, c'est un vote qui s'envole par rapport à sa moyenne nationale dans les communes les plus aisées. Ce qui est intéressant sur le vote Macron, ce qui fait qu'on le qualifie de plus bourgeois de l'histoire, c'est qu'on n'a pas la même structure de vote dans les communes les plus modestes. C'est-à-dire que historiquement, les partis de droite et de droite traditionnels étaient quand même capables d'aller capturer une partie du vote des classes populaires, notamment des classes populaires rurales. Donc en bas de la distribution, si vous preniez les 30% des communes les plus pauvres, en fait, vous aviez des scores pour la droite qui pouvaient être parfois supérieurs à la moyenne nationale. Sur des critères de droite sociale, de valeur, oui, autorité. Parce qu'à un moment donné, on peut en discuter et ça demande vraiment une discussion assez précise pour essayer de comprendre pourquoi les classes populaires rurales ont pris beaucoup de temps à voter pour la gauche. Et justement, quand elles votent pour la gauche, parce que la gauche leur proposait pas toujours des choses formidables aussi. Pour des paysans qui voulaient accéder à la propriété de la terre, la gauche avait un programme qui s'adressait d'abord aux ouvriers du monde urbain et finalement ne s'adressait pas beaucoup aux paysans pauvres. Et de même qu'aujourd'hui, les problèmes de transport, d'accès aux services publics des petites villes et des communes rurales font pas forcément partie des priorités qui sont le plus poussées par la gauche. Mais du coup, sur Macron, ce qui est frappant, c'est qu'en gros, les 70%, ça fait beaucoup quand même, les 70% des communes les plus modestes votent systématiquement moins pour Emmanuel Macron que la moyenne nationale. Donc en fait, il a perdu ces votes des classes populaires. Et donc si vous regardez l'entièreté de la pente, donc toute la relation entre vote et revenu, vous avez une des pentes les plus marquées. En fait, c'est pas exactement la pente la plus marquée de l'histoire de France. C'est le cas sur des votes de cette taille-là, c'est-à-dire des votes à hauteur de 20, 25, 30%. Si vous regardez des plus petits votes, on a d'autres cas où la relation est très très marquée. Elle est plus fortement marquée parmi l'électorat d'Éric Zemmour. Alors je sais pas si ça doit rassurer les macronistes ou pas. Et notre grand vainqueur du vote, le plus bourgeois de l'histoire, ça serait Alain Madelin en 2002. Ça c'est rigolo parce que Alain Madelin, on l'a oublié. La droite, l'ultralibéralisme, le plus radical et assumé, à la fois qui vient de l'extrême droite, mais qui ultralibéral, mais ancien membre d'Occident et donc très à droite sur tous les plans. Et pour le coup, en 2002, il fait que 2% des voix, mais dans les 1% des communes les plus riches, il est à 3-4 fois son score moyen national, et dans les 20% des communes les plus pauvres, il n'est même pas à un tiers de son score national. Donc on a une pente qui est là encore plus forte que Zemmour, encore plus forte que Macron, ce qui montre aussi l'intérêt de la méthode. C'est-à-dire que, vous voyez, typiquement des votes comme ça, avec des enquêtes par sondage, comme le disait Julia tout à l'heure, vous ne voyez rien, parce que vous avez 10 observations qui ont voté Madelin, donc vous ne savez pas analyser. Alors qu'en fait, avec ces données communales, je vais insister vraiment sur ce point de méthode, parce que c'est important sur ces questions d'arriver à dire d'où on parle. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous permet de dire tout ça. Et voilà, nous, c'est juste qu'on a eu la chance d'avoir beaucoup de temps pour numériser ces données et essayer de les utiliser de façon ordonnée. Et comme disait Julia, l'avantage des 36 000 communes, quand on les classe par niveau de richesse, alors on utilise plusieurs critères de richesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a aussi le revenu. Alors le revenu, c'est quand même assez spectaculaire. C'est-à-dire vous prenez les communes les plus riches de France, le 7e arrondissement de Paris, 10 000 euros par mois de revenus moyens
par habitant, y compris les enfants. D'accord, par habitant. Par habitant, hein, donc en comprenant les enfants. Pour un foyer de 5 personnes, c'est 50 000 € en moyenne. Voilà, c'est ça. Mois. Et ça, là, je parle juste, c'est juste les revenus qui figurent dans les déclarations de revenus, avant tout abattement, avant la déduction pour frais professionnels de 10%, mais ça inclut même pas si vous avez des revenus dans des paradis fiscaux ou des profits non distribués dans une société. Enfin, oui, c'est vraiment le revenu au sens fiscal. Donc là, c'est juste, on prend les données des déclarations de revenus, on divise par la population du 7e arrondissement, 10 000 € par mois par habitant. Vous allez au bout de la ligne de métro à Aubervilliers, à Pantin, vous êtes à 800 € par mois. Vous allez à Roubaix, vous êtes à 800 € par mois. Donc le revenu d'une commune, ça va de 800 € par mois par habitant à 10 000 € par mois par habitant. Donc quand vous classez vos 36 000 communes des plus pauvres aux plus riches, c'est vraiment significatif. L'autre critère que disait Julia, qui est peut-être encore plus frappant, c'est la valeur des logements. Donc la valeur des logements en France, actuellement... Le patrimoine, donc. Alors, la valeur des logements habités. La valeur des logements habités, ou des fois que les gens peuvent être locataires, mais on peut voir la valeur des logements qui sont échangés en moyenne sur le marché, et puis on peut repondérer pour la répartition des logements où habitent effectivement les gens, qu'ils soient locataires ou propriétaires. La valeur moyenne des logements actuellement en France, c'est environ 220 000 €. Quand un logement se vend en France à 220 000 €. Dans le 7e arrondissement de Paris, vous êtes à 1,3 million d'euros la valeur moyenne des logements. Et si vous êtes à Vierzon, vous êtes à 60 000 € de valeur moyenne. Donc, à nouveau, c'est des critères qui ne sont pas exactement les mêmes, le revenu, la valeur des logements, mais qui sont très significatifs dans les deux cas et qui nous donnent les mêmes résultats. C'est-à-dire un profil de vote Macron qui est effectivement un des plus bourgeois de l'histoire de France. Mais comme disait Julia, on a sur des petits votes des profils parfois encore plus bourgeois. Le cas Zemmour, je pense, oui, j'aurais bien aimé qu'on y revienne parce que ça m'a intrigué. Ça, c'est intéressant parce que vous voyez, on s'est habitué en France depuis 20-30 ans à dire voilà, les classes populaires sont racistes, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais attendez, pas du tout. Et vous pouvez très bien être bourgeois et raciste. Oui, il y a beaucoup de classes très bourgeoises qui sont très, disons, ethnocentriques, pour utiliser un vocabulaire plus neutre. Nous, on le voit, par exemple, quand on remonte au vote Tixier-Vignancourt à la présidentielle de 65, donc candidat à l'Algérie française, on a exactement le même profil que Zemmour, c'est-à-dire que vous avez un vote qui est très urbain et qui monte très fortement avec le niveau de revenu. C'est encore le cas de Jean-Marie Le Pen en 74, quand il se présente la première fois. Il était directeur de campagne d'ailleurs. Oui, donc en fait c'était déjà sa vraie première campagne, et ensuite il est candidat en son nom en 74, puis en 88, et au départ il a ce profil très... Et là on parle de l'époque où ils sont groupusculaires, c'est-à-dire avant les années 80, en tout cas. En 74 il est encore petit, mais ils font pas des scores complètement ridicules. C'est pas complètement... Par rapport à Zemmour aujourd'hui qui est à 7, c'est pas incomparable. Et vous voyez donc cette tradition d'un vote bourgeois ethnocentrique, elle est très forte. Vous le trouvez aujourd'hui non seulement avec Zemmour et Reconquête, mais vous le trouvez avec LR, qui est aussi un vote très bourgeois et très anti-immigration, anti-islam, avec une violence qui parfois dépasse celle du RN. Et d'ailleurs, c'est un peu ça, un de nos autres résultats importants. C'est-à-dire, au-delà du côté très bourgeois du bloc Macron, qui pour nous est la fragilité principale du système de tripartition, parce que quand vous avez un profil aussi bourgeois, ça finit par se voir, et vous êtes obligé de trouver des alliances soit à gauche, soit plutôt à droite. Et la loi immigration, avec évidemment cette union des droites, RN, LR, Macron, pour nous, c'est le début de la sortie de la tripartition et avec un bloc de droite en cours de reconstitution. Sauf que ce bloc de droite, et pour le coup, peut-être qu'ils peuvent se mettre d'accord pour voter des lois immigration et qu'ils en referont des lois sur l'immigration, mais dès qu'il s'agit de politique sociale, économique, sur les retraites, sur les services publics, sur les impôts, on a un vote Zemmour ou LR qui est extrêmement bourgeois, encore plus que le vote Macron, qui veut supprimer tous les services publics, supprimer tous les impôts, et puis un vote RN des électeurs qui sont beaucoup, on le montre, des électeurs de petites villes, d'ouvriers touchés par la désindustrialisation ou de petits propriétaires qui ont accédé à l'habitat pavillonnaire et qui ont l'impression d'être stigmatisés parfois par la gauche, notamment en lien avec les questions de transport, les questions d'énergie, qui s'imaginent qu'ils vont trouver plus d'écoute du côté du RN, mais qui en réalité, le programme social du RN, ça reste, voilà, Jean-Marie Le Pen voulait supprimer l'impôt sur le revenu dans les années 80. Si on regarde l'historique de leur vote, par exemple, au Parlement européen, ou depuis qu'ils ont une représentation à l'Assemblée nationale, ils votent très clairement dans le sens des intérêts... Pas sur toutes les questions, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que sur la question du libéralisme économique et de la suppression de l'impôt sur la fortune immobilière, Marine Le Pen est très clairement dans une position très libérale. On peut mettre ça en relation avec le fait qu'elle possède un château familial. Ça lui permettrait d'échapper à la taxation de ce château. Ils ont toujours été ultra-libéraux. Oui, non, mais c'est plus compliqué que ça. C'est ça qui est intéressant par rapport à leur électorat. Sur les retraites,
Ils sont pour la retraite à 60 ans. C'est ça la contradiction qu'on a aujourd'hui. Ils n'ont pas non plus été très radicaux à l'Assemblée. C'est ça qui est intéressant. Non, mais il faut quand même regarder concrètement, essayer de comprendre concrètement pourquoi les gens votent pour eux. Si vous regardez qui vote pour eux aujourd'hui, c'est majoritairement les classes populaires rurales. C'est des gens qui sont contre la fin de la retraite, ça on est d'accord. Voilà, non, mais donc il y a une distorsion entre le résultat et l'intention. En fait, ça dépend des réformes. Vous avez la retraite à 60 ans. En gros, il y a la question des dépenses et il y a la question des recettes. Si vous regardez la question des recettes et la taxation des plus riches, par exemple, vous avez un programme qui est assez proche finalement de celui de Jean-Marie Le Pen dans les années 1980. Et en fait, ils vont pas taxer les plus riches, mais comme ils s'en prennent pas aux plus riches, ils s'en prennent à qui ? Alors soit aux mauvais pauvres, les immigrés, oui, et les mauvais pauvres, ou aux immigrés. Donc en fait, il y a un problème de cohérence. Mais les gens qui votent pour eux sont pas complètement irrationnels. C'est-à-dire que si vous avez des classes populaires rurales aujourd'hui qui votent pour le Rassemblement national, c'est parce qu'ils voient les propositions sur la retraite à 60 ans, qu'ils voient les propositions sur l'accès à la propriété, c'est quand même un peu plus compliqué. En fait, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire tenir les deux bouts du point de vue économique. Là où la gauche, par contre, quand elle a un programme en direction des classes populaires, elle sait financer parce qu'elle sait financer des politiques de redistribution, notamment en allant taxer les plus aisés, les plus grandes entreprises, etc. etc. Le principal prédicteur du vote RN en 2017-2022 dans nos données, c'est le vote non au référendum européen de 2005. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le moment où, en gros, le bloc anti-immigrés se scinde, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la partie Sarkozy ou aujourd'hui Zemmour, LR, qui est anti-immigré, mais qui a aucun problème avec le libéralisme économique et qui est plutôt aisé. Et Sarkozy, à ce moment-là, s'imagine qu'il va siphonner complètement l'électorat FNRN en faisant tous les discours qu'on connaît sur la racaille, le Karcher, etc. Ça marche sur la frange, disons, la plus urbaine et la plus côtoyant des populations immigrées qui avaient été séduites auparavant par le FN et qui aujourd'hui se retrouvent avec Zemmour ou LR. Mais sur l'électorat, qui est plus l'électorat des petites villes et l'électorat ouvrier des petites villes, qui a voté non au référendum européen de 2005, le fait que Sarkozy fasse ratifier le traité européen par la voie parlementaire en 2007, ça le disqualifie complètement. Et là, vous pouvez avoir tous les discours anti-immigrés que vous voulez. Le Karcher, la racaille, Zemmour qui veut détruire toutes les mosquées, etc. Ça ne rattrape pas cette question du libéralisme économique. Puisque ce sont des gens qui n'ont plus confiance en la gauche, qui considèrent qu'ils ont été mais en même temps, la contribution de la gauche à la néolibéralisation de la société. Et donc, nous, le diagnostic qu'on fait quand on analyse, on fait d'abord une analyse des structures sociologiques de ces différents blocs. La principale conclusion, c'est peut-être de dire que l'assise populaire du bloc de gauche, d'abord, est plus importante que ce qu'on entend parfois. C'est-à-dire que, pour le coup, les classes populaires urbaines dans les grandes villes, indépendamment des origines, vont, pour le coup, apporter un soutien important si on prend le bloc de gauche dans leur ensemble. Et ce sont plutôt des classes populaires qui sont notamment employées dans les services, des métiers de la restauration, du nettoyage, du soin, du commerce, qui ont été peut-être moins soumis à la concurrence internationale, la concurrence européenne, que des ouvriers des petites villes qui, eux, ont subi de plein fouet la concurrence commerciale internationale, européenne, chinoise, etc., qui ont voté très fortement, particulièrement fortement, pour le non en 2005 et qui ont eu l'impression que finalement, à la fois la droite, la gauche les avait laissés tomber. Donc là, il y a un électorat. Pour nous, quand même, le cœur de la stratégie de la gauche doit être d'arriver à récupérer une partie de ce vote des petites villes, des bourgs. C'est un peu la démarche qu'on entend quand François Ruffin, dans la Somme, tente, en partie avec succès, d'avoir un meilleur score dans ces petites villes que ce qu'a eu Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle quelques semaines plus tôt. Donc ça montre aussi que, à la fois aujourd'hui dans la pratique politique et dans l'histoire, quand la gauche s'est constituée historiquement en allant chercher une partie de ces classes populaires rurales, les discours, les programmes, les sentiments de respect, de reconnaissance, parce que ça va au-delà des mesures programmatiques. C'est une question d'affect. C'est une question d'affect, mais qui doit se matérialiser dans des mesures concrètes. Finalement, ça finit par compter. Et nous, on insiste vraiment sur le fait qu'il n'y a jamais eu de période où la gauche réussissait à emporter des élections si elle n'arrivait pas à aller chercher des électeurs dans les classes populaires rurales et des petites villes. Si vous prenez une élection comme celle de 1981, Mitterrand fait pratiquement le même score dans les villages, les bourgs, que dans les banlieues et les métropoles. Et c'est pas juste parce qu'il a une affiche avec une église dans le dos. Oui, mais c'est un phénomène structurel qu'on observe en fait pendant l'essentiel du XXe siècle, et notamment la période de bipolarisation gauche-droite de la presse Seconde Guerre mondiale, c'est que les petites villes
et les villages, oui, votent toujours un peu plus à droite que les grandes agglomérations, mais l'écart est très faible. C'est-à-dire le clivage territorial a été dépassé par le clivage social. Et pour nous, c'est ça la définition de la bipolarisation gauche-droite dans la longue durée historique. C'est les moments où le clivage social l'emporte sur le clivage territorial. Alors qu'en situation de tripartition... Le clivage territorial est aussi important, voire plus important que le clivage social. C'est ça qui divise les classes populaires rurales et urbaines en deux blocs. Et donc, pour nous, il faut vraiment aller chercher les déterminants géosociaux ou socio-économiques de ces différents votes et le ramener à des questions d'identité, que ce soit un vote rural catholique fin 19e siècle ou un vote rural anti-immigré aujourd'hui. Pour nous, c'est pas le fond du problème. On dit pas que ça n'existe pas. Les personnes aujourd'hui qui vont voter RN, forcément, sont un peu plus énervées sur l'immigration que tous ceux qui restent chez eux et qui vont pas voter. Mais comme on le disait tout à l'heure, au sein du bloc anti-immigré, vous avez cette division autour du libéralisme économique. Donc, c'est quand même d'abord des aspirations socio-économiques, des sentiments d'abandon sur des questions de transport, des questions d'emploi. Et c'était pareil au 19e siècle. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on en est sorti une première fois. Et donc, c'est aussi possible d'en sortir encore aujourd'hui. Entre les deux, il y a quand même eu le cataclysme de la Seconde Guerre mondiale. Non, mais pas le discrédit intégral de la droite, ou presque intégral. Non, c'est pas vrai. En fait, la sortie se produit dès 1910. Ce qui est assez intéressant, il y a plusieurs choses qu'on fait dans le livre. Vous soulignez tout à l'heure que la première élection est en 1793. On date le livre de 1789 parce qu'on s'appuie beaucoup sur la Révolution française et notamment sur les cahiers de doléances. Et ça, c'est extrêmement important pour essayer de comprendre ce vote des classes populaires rurales au 19e siècle. Ce vote des classes populaires rurales au 19e siècle, on a souvent voulu le caractériser comme une sorte de vote conservateur. Vous savez, les classes populaires seraient conservatrices, inscrites dans la terre, le terroir, une sorte de tradition. En fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est si vous remontez au cahier de doléances, une des choses dont on s'aperçoit, c'est que ces classes populaires rurales, ce sont parmi les plus révolutionnaires de toutes, celles qui ont les demandes les plus fortes et des demandes très marquées à gauche, parce que notamment elles ont des demandes d'accès à la petite propriété privée. Et ça va être les grandes déçues de la Révolution française. Et donc en fait, elles vont en vouloir beaucoup à la gauche d'une certaine manière, parce qu'au moment de la Révolution française, de facto, vous allez avoir une nationalisation des biens de l'Église. C'est la bourgeoisie qui va en profiter. Voilà, exactement. On aurait pu penser, et on aurait pu avoir un scénario possible où ces biens de l'Église étaient redistribués, et notamment redistribués aux paysans qui travaillaient sur les terres. Or, en partie pour payer la dette qui avait été accumulée avec des titres de dette qui étaient possédés par les bourgeois des grandes villes, ces biens nationalisés vont être mis aux enchères. Ils vont être achetés par qui ? Pas par les petits paysans qui n'ont pas les ressources pour les acheter, mais par ces mêmes propriétaires d'ailleurs des titres de dette qui vont échanger leurs titres de dette contre des terres. Et du coup, vous avez des petits paysans qui sont des grands déçus de la Révolution française, qui le pardonnent très peu à la gauche, qui leur parle aussi très mal à l'époque. Nous, on relit et on cite Marx en 1848, quand il commente les résultats électoraux, quand il parle de l'électeur populaire, il le qualifie de lourdeau, burlesque, je crois que pathétique, lourdeau et burlesque. Il n'a pas un grand amour pour ses paysans, et notamment il pense qu'ils vont disparaître. Il fait l'analyse du bonapartisme aussi, des ressorts du coup d'État, du succès. Ça, c'est vrai, mais c'est une autre partie. En fait, il y a deux choses. Un, il pense qu'ils ont vocation à disparaître, parce qu'il a quand même... Voilà, il est dans une dialectique ouvrier-patron. Donc pour lui, les classes paysannes vont disparaître. Et puis, la deuxième chose qu'on voit et qu'on retrouve un peu aujourd'hui, c'est pour ça que je veux y insister, il y a quand même cette vision négative de la part de la gauche, de la volonté d'accès à la petite propriété privée qui serait une volonté petite bourgeoise. Aujourd'hui, les classes populaires rurales qui, de facto, votent pour le Rassemblement national, c'est plus des paysans. Vous savez, on n'a pas eu un grand retour des paysans en France, mais il faut quand même essayer de comprendre leur motivation. Il y a une des choses qui les caractérise vraiment quand vous regardez les différentes dimensions de cet électorat, c'est le fait que c'est un électorat qui est beaucoup plus propriétaire que l'électorat populaire urbain qui vote davantage pour la gauche. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vrai un niveau de revenus donné. Donc c'est pas simplement que ils ont un revenu un peu plus élevé, un même niveau de revenu. Le fait d'être locataire ou propriétaire, quand vous êtes locataire, vous votez davantage à gauche, et quand vous êtes propriétaire, vous votez davantage pour le Rassemblement national. Et la gauche a encore un problème dans ce rapport à la petite propriété qui est différent de la problématique de Marx, mais qui se joue beaucoup aujourd'hui. Pour le coup, on va pas reprocher aux paysans d'être ancrés dans la tradition du terroir, mais on va reprocher aux classes populaires rurales de faire finalement de l'exploitation
expansion pavillonnaire avec l'accès aux pavillons, de contribuer au réchauffement climatique avec le fait d'avoir une petite voiture, alors que la plupart d'entre eux n'ont pas une petite voiture par choix, mais par obligation, parce que vous n'avez plus de service public c'est le principe du mouvement des Gilets jaunes. Et puis, vous allez parfois avoir, puisque vous parliez du discours, voilà, on ne va pas traiter les électeurs de burlesque et pathétique, mais on va dénoncer leur goût pour l'entrecôte. Et en fait, ce n'est pas une réponse à apporter à leurs préoccupations politiques. Donc, il faut les prendre au sérieux, comprendre leurs préoccupations politiques et comprendre pourquoi ils se tournent aujourd'hui vers un discours qui leur parle le plus, qui est aujourd'hui celui du Rassemblement national, davantage que la gauche qui n'a pas de réponse à apporter suffisante, en tout cas au jour d'aujourd'hui, sur une réforme de l'Union européenne, le protectionnisme, puisqu'ils ont souffert de la désindustrialisation, l'accès aux services publics en territoire rural. Comment vous pensez la question de la propriété pavillonnaire, comment vous pensez la question du changement climatique tout en prenant en compte l'accès à la voiture individuelle, etc. etc. Alors, l'une des questions, et peut-être qu'on pourra terminer là-dessus parce qu'il ne faut pas qu'on soit trop long, c'est comment expliquer que la classe dirigeante censément de gauche ait abandonné ces questions. Alors certes, il y a la sociologie, il y a les électeurs, les gouvernés, et puis il y a le gouvernement, mais entre les deux, il y a une classe dirigeante. Il y a la médiation de la représentation, voilà, dont on ne peut pas se passer, mais qui aboutit à des distorsions qui sont assez hallucinantes si on réfléchit 2 minutes, quand on voit par exemple que les sondages montraient que 75% au moins de la population était opposée à la loi travail, juste avant l'élection d'Emmanuel Macron, et Macron est élu sur un programme qui consiste à faire une loi travail encore plus grande, et il est élu sans problème. Même chose pour les retraites. Cette classe dirigeante, on observe quand même une forme de fusion au sein des élites ces 15 dernières années, entre ceux qui sont censés être les courroies de transmission, représenter des intérêts de gauche, et les autres. Je rappelle que le Premier ministre actuel a commencé sa courte carrière comme conseiller dans un cabinet socialiste, celui de Marisol Touraine. Celle qui l'avait précédée, Elisabeth Borne, avait été DIRCAB de Ségolène Royal. Les cabinets sont peuplés. Voilà. Il y a eu, ne parlons pas d'Emmanuel Macron, qui a été ministre d'un gouvernement censément socialiste. Donc, le manque de confiance. Membre de la commission Attali ou Nicolas Sarkozy aussi, bien sûr. Faire son historique. Tout à fait, naturellement. Et les itinéraires, on voit bien que les itinéraires, de ces représentants, en réalité, ne sont pas organisés, ne suivent pas ce type de partage aujourd'hui. Alors que le partage, en revanche, chez les gouvernés, il est là. Les divergences d'intérêts, les divergences de conditions, ces inégalités géospatiales dont vous parlez, elles sont là. Donc il y a quand même un problème de transmission, non ? C'est plus qu'un problème. Non, mais alors simplement cette fusion des élites, c'est toujours la stratégie rêvée pour les élites pour se maintenir au pouvoir et avoir la politique économique, financière, fiscale qui défend le mieux leurs intérêts, c'est de se mettre ensemble, de diviser leurs opposants et de se maintenir au pouvoir avec un socle électoral extrêmement limité, mais réussir néanmoins à se maintenir au pouvoir. La question historique et politique qui nous préoccupe, c'est comment elles y arrivent, parce qu'elles n'y arrivent pas tout le temps. Donc elles y sont à fin 19e siècle, à nouveau, on a cette fusion des élites, les anciens orléanistes de tiers du centre droit, les républicains modérés du centre gauche, c'est exactement la même stratégie politique. Sauf qu'à un moment, ça s'écroule. Pourquoi ça s'écroule ? Pour 2 raisons, d'après nous. La première raison, c'est que à un moment, l'égoïsme social, ça finit par se voir. Et quand on le finit par les appeler les républicains opportunistes, c'est évidemment pour désigner ça. Il y a des scandales financiers à l'époque. Aujourd'hui, ce qu'on voit avec la ministre de l'Éducation, dans le 7e arrondissement, toujours. Plus que la moyenne, pourtant. Voilà, qui avant se faisait payer un demi-million d'euros à la Fédération française de tennis, etc. Ouais. Bon, tout ça, là, ça éclate quand même au grand jour de façon très nette. Mais l'autre leçon de l'histoire sur comment on en est sorti, c'est que cette stigmatisation, disons, de l'égoïsme social de ce bloc élitiste central ne suffit pas. Il y a aussi et surtout un travail militant, programmatique, des partis de gauche qui, déjà, à partir des premières décennies du XXe siècle, font un effort pour aller unir ces classes populaires. Donc, si on prend la loi de 1910, qui est la première grande loi sur les retraites, c'est la loi sur les retraites ouvrières et paysannes. C'est ça le titre de la loi. Et en fait, de façon générale, il y a une volonté d'union des classes ouvrières, des classes paysannes, parce que c'est comme ça que se pose à l'époque la question du rapprochement entre le monde rural et le monde urbain. Alors aujourd'hui, ça se pose dans des termes différents, parce que ce n'est pas les paysans, mais c'est un salariat dans les petites villes qui en fait est devenu beaucoup plus ouvrier et beaucoup plus industriel
que le salariat des grandes villes. Ce qui est très paradoxal, parce qu'évidemment, historiquement, l'industrie s'est d'abord développée dans les grandes villes. Sauf que la première désindustrialisation, à partir des années 60, 70, 80, a d'abord touché les plus anciens centres industriels des grandes villes, ce qui fait qu'à partir des années 80, 90, la proportion d'ouvriers est en fait plus importante dans les petites villes, dans les villes moyennes, ou même parfois dans les villages, que dans les grandes agglomérations. Et selon nous, c'est cette nouvelle structure de classe, cette complexification de la structure de classe qui a créé les conditions fondamentalement pour une nouvelle division entre des classes populaires rurales et des petites villes qui se sont senties abandonnées notamment par l'intégration européenne et la mondialisation, et on y revient à la question du libéralisme économique, et les classes populaires urbaines qui, elles, continuent de se sentir quand même un peu mieux défendues par la gauche, malgré tous les errements au pouvoir. Donc la question, c'est toujours la même, c'est comment on arrive à aller rechercher une partie de cet électorat des petites villes. Et pour nous, c'est quelque chose qui est possible. Il faut quand même pas non plus oublier que à la dernière élection présidentielle, à un point près, Marine Le Pen était éliminée du premier tour. Et dans ce cas-là, il y aurait eu un deuxième tour qui aurait sans doute vu la victoire d'Emmanuel Macron, probablement. Sauf que pour gagner, Emmanuel Macron aurait été obligé, les réserves de voix du côté de Valérie Pécresse n'auraient pas été suffisantes. Hein. Donc il aurait été obligé d'aller chercher massivement des voix du côté de qui ? Du côté forcément de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Donc il aurait tapé très très fort sur la même combinaison politique que ce qui a donné la loi immigration en décembre. Et là, beaucoup des sympathiques progressistes du centre-gauche qui se sont ralliés à Macron se seraient peut-être un peu posé des questions et se seraient peut-être dit, tiens, finalement, la droite, c'est quelque chose qui existe, quoi. Le bloc libéral national qui est en voie de reconstitution se serait vraiment exposé au grand jour. Et on aurait reconfiguré le conflit politique français plutôt dans un sens gauche-droite qui, selon nous, permet historiquement, parce que c'est ça le point important, permet non seulement l'alternance démocratique, comme le disait Julien, mais aussi le progrès social, le progrès économique. C'est-à-dire, nous, on ne dit pas qu'un bloc bourgeois a toujours tort et qu'un bloc populaire a toujours raison, mais on pense que d'avoir deux blocs, un plutôt plus bourgeois et l'autre plutôt plus populaire, permettant l'alternance démocratique, c'est cette dialectique motrice qui a permis le développement de la sécurité sociale, des services publics, la réduction des inégalités, et c'est de ça dont on faut sortir aujourd'hui. Mais il y a quand même un message optimiste du livre, qui est qu'on en est sorti une première fois il y a un siècle, regardons comment ça s'est passé. N'attendons pas simplement les bras ballants que le centre s'effondre face à ces démonstrations d'égoïsme social. Il y a d'abord un travail militant, programmatique, organisationnel. Juste très rapidement, parce qu'il faut qu'on intervienne. C'est quand même important, parce que vous citiez des personnes et des trajectoires individuelles. Il y a une proposition oui, non, mais non, c'est pas représentatif, justement. Il y a une proposition qu'on pousse aussi dans le livre, qui est la question de la représentation descriptive. Et la question finalement de l'origine sociale de nos élus. Et ça a quand même un impact extrêmement important finalement sur ceux qui nous gouvernent et en partie sur les décisions qu'ils prennent. Si vous regardez la dernière législature, celle qui allait de 2017 à 2022, vous aviez le nombre impressionnant de 0 députés ouvriers, et on était à moins de 4% de députés employés. Là, on a un tout petit peu progressé, donc on est autour de 5% de députés employés ouvriers. Bon, vous prenez les employés et les ouvriers aujourd'hui en France, on est toujours autour de 50% de la population active. Donc on n'a pas aujourd'hui une classe dirigeante, on n'a pas des députés, on n'a pas d'élus à l'image des différents citoyens. Et une des propositions qu'on pousse dans le livre, et on pense que ça jouerait à la fois en termes de politique qui serait menée, mais aussi en termes de participation électorale, parce que forcément, ça a un effet décourageant pour les classes populaires. En fait, si vous regardez la question de la représentation des femmes, d'ailleurs, souvent, quand on parle de ce déficit de représentativité, on nous dit « Ah bah oui, mais regardez, il y a plus de femmes qu'avant ». Très bien, mais là, on ne vous pose pas la question des femmes, on vous pose la question de la représentation des classes populaires. Comment on a amélioré la représentation politique des femmes en France avec des lois sur la parité ? D'ailleurs, pas qu'en France, dans les pays où il n'y a pas eu de loi sur la parité, vous avez toujours une proportion de femmes qui est ridicule. Dans les pays où il y a des lois sur la parité, ça va beaucoup mieux. Ça va mieux et quand même insuffisamment, notamment parce qu'en France, vous avez un certain nombre de partis, à commencer par les Républicains, qui préfèrent chaque année avoir un peu moins de financement public pour pas respecter les règles sur la parité entre les femmes et les hommes. Et de la même manière, nous, on pense qu'en plus des règles de parité femmes-hommes, il est nécessaire aujourd'hui d'introduire des règles de parité sociale. Voilà, d'avoir des règles. Quand vous présentez des candidats aux élections législatives, il faut au moins la moitié de candidats ouvriers et employés. De la même manière que pour la parité entre les femmes et les hommes. Et ça
améliorerait aussi finalement le lien de confiance qui s'est quand même complètement distordu entre l'ensemble des citoyens et ses représentants politiques. Et ça aurait, parce que ça a été très bien documenté dans de nombreux contextes différents, aussi des conséquences très concrètes sur l'ensemble des politiques qui sont menées. Là, on a quand même une classe politique de droite comme de gauche qui est trop homogène socialement dans ses origines. Et ça joue aussi sur les politiques. Vous savez, ça ferait un peu de bien, par exemple, quand on a des discussions aujourd'hui sur Macron à Davos. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'il ne s'exprime pas du tout à Davos comme il s'exprime à Paris. Et dès qu'il part à Davos, il dit vous allez voir, là, on va faire la suite de la loi travail. Et comme tous les manipulateurs, il a un discours très différent selon son interlocuteur. Avec son discours comme quoi les chômeurs sont des paresseux et il va falloir les forcer à reprendre un travail. Bon, s'il y avait un peu plus de personnes qui étaient passées par le chômage à l'Assemblée nationale, je pense que ça donnerait une vision un tout petit peu différente de ces problématiques-là. Et ça fait partie aussi des choses qu'on pousse dans ce livre, cette question d'une meilleure parité sociale, ce qui passerait par un changement législatif, notamment encadrant les élections législatives. Merci beaucoup, Julia Cagé, Thomas Piketty, d'être venu pour cette discussion très riche à partir d'un livre richissime en données, aussi accessible, donc je le disais, sur Internet, et en analyse. Merci à vous de nous avoir regardés. Toujours debout, donc c'est terminé pour ce soir. Le prochain direct, c'est demain à 13h pour l'édition d'actualité du média. Nos programmes se poursuivent ici même, que vous nous suiviez dans le flux 24/7 sur YouTube ou bien sur le fameux canal 350 de la Freebox. Vous le savez, nos programmes ne sont financés que par vous. Offrez-vous, à partir de 5 € par mois, un véritable média libre et indépendant, un média des luttes à la télévision. On prend le temps de discuter, d'expliquer. Bonne soirée sur le média et à demain.